voudrais remercier dans le rêve éditer mon ouvrage et cette séance de grande dédicace. Je veux remercier les collègues qui sont venus, même si on n'est pas très nombreux, mais en tout cas la qualité. Et donc voilà, on va commencer. Je donne la parole mes collègues Amin Delay. Depuis 6 ans avec qui nous travaillons dans le cadre de recherche. Maintenant, on est plusieurs équipes de recherche sur le puisqu'un peu ce travail est aussi un peu le résultat de recherche que j'ai pu entreprendre individuellement et collectivement avec l'ensemble de cette équipe. Et donc, il m'a semblé qu'il était juste et en même temps dans la perspective plus globale, c'est-à-dire en fait moi, je voulais surtout que ce soit aussi l'occasion de parler, en fait non pas par moi tout seul, mais par beaucoup de gens sur les questions du patrimoine culturel en Algérie. Donc c'est l'occasion de demander à mon collègue Ali Delay de pouvoir présenter cet ouvrage. On va faire l'honneur de la présentation. Donc en fait, ce que je vais donner, le livre lui-même dans l'introduction. Donc les grands thèmes que j'ai vus à travers cette lecture. Je pense qu'on ouvrira la discussion sur le problème immatériel et des gens qui travaillent dessus. On parlera de notre de publication, de collecte, etc. Et donc ce sera, disons, ce livre, une discussion plus large sur la cause que nous, comment dire, 6 ans pour le travail vraiment, plus de 20 ans pour les travaux personnels intervenants. Donc le livre de notre ami Haj Miliani, de quelques-unes des nombreuses études qu'il a fait des Algériens depuis les débuts de la colonisation, en Algérie même et ailleurs dans le monde. Haj Miliani y interroge des réputés nobles comme la musique andalouse, mais ce qui l'intéresse avant tout, pratique, car, je le cite, c'est à leur manière des modifications des univers symboliques sociales en Algérie au cours des siècles. La question qui est posée ici est la question cruciale de l'accès à la modernité. C'est-à-dire, de quelle manière et par quelle voie en Algérie entre définitivement dans la... Et il n'est pas étonnant alors que des gens, principalement, ou le rap, fassent l'objet des études les plus approfondies. Il n'est pas... La réflexion de Haj Miliani se focalise autour de ce qu'on appelle les jeunes. Ces chefs et leur public, cette immense réserve artistique, renouvelable, notre véritable. Si on lui dit banalement, Haj Miliani nous rétorquera sûrement que la musique modernise les mœurs. Ce livre est moderne dans son objet, mais il est aussi linguistique et socio-anthropologique qu'il met en œuvre. Et son auteur est d'évidence au fait de la publication pointue, le sujet qu'il aborde. Et certes, elle n'était pas parfois un ouvrage riche, écrit avec rigueur et conviction. Ouvrage aux esprits curieux et à tous ceux qui, au milieu de la confusion
normalisé. Notre société nous lance à travers une chanson. On va faire dans les je crois que c'est sentir les lectures de et pour en faire un compte rendu véritable, vraiment un colloque. C'est tellement... Alors, Haj, tu... C'est très... beaucoup de l'eau. Donc je vais simplement expliquer ce recueil. Pourquoi? Bon, j'ai publié beaucoup donc la musique, les chants depuis une vingtaine d'années, et donc j'ai recueilli une sorte de données un peu de ces recherches. Donc j'ai pas mettre plusieurs études sur le même sujet. Bon, j'ai choisi des genres, comme elle dit, j'ai choisi surtout les musiques d'aujourd'hui, bon, sur lequel j'avais fait une dizaine d'années un ouvrage sur lequel je pense que les choses ont été balisées, vraiment apportées. Donc c'est pour ça qu'il y a une étude plus récente sur le rail, dans l'ouvrage. Ça, c'est... J'ai travaillé, j'ai aussi voulu présenter le rap en 99, quand j'ai fait une expérience donc, à l'université où je voulais, puisque je m'y intéressé depuis 97, essayer d'organiser une rencontre à partir de laquelle donc, ça m'a fait du terrain directement. Ce que je voulais dans ce travail, moi, je suis prof de littérature comparative, en fait. Ce qui est paradoxal, je me suis trouvé dans d'autres terrains que celui de la formation. Et l'expérience m'a permis d'être impliqué en tant qu'un chercheur, c'est-à-dire je regardais d'en haut, mais j'ai toujours voulu de mon étude, ceux sur lesquels je travaille. C'est pour ça que j'ai été 15 ans sur le festival. Bon, j'étais dans l'origine, enfin, dans le festival de rail. Depuis 15 ans, qui organise le festival de rail, implique la convention de rap, de être en même les étudier, mais aussi leur donner de s'exprimer. Systématiquement, on le fait pour la poésie populaire. Amine le fait systématiquement pour la poésie populaire. Donc on inaugure une démarche de chercheur qui ne soit pas de chercheur extérieur, qui regarde un peu les objets de sa recherche, mais qui voulait leur accorder une démarche aujourd'hui de l'anthropologie moderne. On l'observe, mais qu'elle s'implique aussi du chercheur quand il s'agit, évidemment, en ce moment-là. Je ne suis pas un groupie de même si je vous dis, j'ai essayé de toutes ces musiques et ces dans la qualité de celui de chercheur. Ça, c'est une des démarches qui me semble importante du manière dont on travaille sur les questions culturelles pour la littérature ou pour d'autres. Mon ami Gouziane Hacheur, qui est à la fois dans la réflexion et aussi dans la pratique. Donc je crois que c'est peut-être ça qui commence à se dégager pour les quelques, on est peut-être nombreux, une production, parce que c'est aussi
facile de dire un stade. Moi, je suis que depuis au moins 6 ans, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au matériel. Ça se traduit par des productions, des ouvrages. Il est là, donc le travail qu'a fait par Figure du terroir, l'ouvrage il y a 2 ans, un élément en particulier. Donc il y a ce collecte et de mémorisation et maintenant de traçabilité, parce que c'est devenu une sorte de... Mais on a besoin de notre patrimoine. Et la manière pour qu'il y ait une traçabilité, qu'elle existe, une production audiovisuelle, c'est le seul ce patrimoine. En plus, de rap et de rêve, Amine a dit ce que le de ma recherche, pour moi essentiel, c'est que c'est sont peut-être les plus avancés dans ce mais la mondialisation au sens, ce sont peut-être ces secteurs, une véritable mise en forme du sujet qui s'implique dans le concept évidemment en prenant, en adaptant, en donnant ce que je pourrais appeler le spirituel et écologique de notre. C'est peut-être dans ces niveaux-là que nous trouvons ce qu'on appelle un peu l'algérianité. Mais c'est une algérianité qui a peur au modèle mondial. Mais c'est on peut chercher d'autres secteurs. Nous avons ce type d'avancée, c'est paradoxal ces musiques-là. Donc il me semble que c'est très important que les étudier, ce n'est pas pour étudier la culture. Il y a des éléments qui sont en train de se... J'ai pris une récente étude que nous allons faire sur les... On fait en vidéo et tout. À l'assaut de la mondialisation, si vous voulez, ce qui est en train de se passer, qu'on fait, c'est un phénomène pauvre, même s'il est je dirais, fait de briques et de bois. C'est des gens qui sont privés, c'est pas l'État, c'est des individus, avec leur manière de voir, les moyens, et qui se donnent aussi, je dirais même, l'ambition au niveau de ce qui se passe au niveau. Pas du point de vue des moyens, mais ça n'a jamais semblé lourd, c'est-à-dire un peu de notre. Donc c'est paradoxalement recherche. Ce qui est fait, c'est fait hors des institutions. C'est-à-dire des avancées en la matière. Que ce soit dans la musique, que ce soit dans la littérature, par exemple, puisque on va publier mon ouvrage que je fais de la. C'est dans les structures. Et à mon sens, c'est se lancer. Vraiment, la chose ailleurs, c'est que les politiques culturelles de l'État, à l'écoute de ce type, c'est-à-dire pour que ces productions culturelles d'initiatives privées, savoir de s'ouvrir à l'extérieur, politique culturelle qui puisse donner l'énergie nécessaire. À mon sens, et c'est ce que j'ai essayé de présenter, de dire voilà, quels sont les différents. Aussi, l'autre aspect, travailler, on a publié un ouvrage sur l'immigration maghrébine, sur la musique des peurs. C'est un ouvrage, bon, les articles en fait qui étaient un peu à l'origine de l'ouvrage, ce que j'ai
Et il faut ce qui peut paraître de la simple musique, un élément de véritables enjeux aujourd'hui qui se font au niveau européen aujourd'hui, c'est devenu un des axes. Moi, en fait, j'ai pas allé à tous les colloques, parce que j'ai produit justement un peu partout sur des questions qui peuvent paraître secondaires. Mais on s'est aperçu en Europe en particulier que l'un comprendre ce qui se passe dans l'immigration, en particulier chez les jeunes, ça passait par la musique. Et pour des politiques pures, la culture, on sait, ce qui est paradoxal, je sais que c'est par exemple au niveau européen, c'est énormément fait, en tout cas, moi ce que j'avais sur l'immigration, par exemple ce qui se passe par exemple ce qui se passe en Allemagne, à partir de l'expression, cette expression, pour pouvoir, par exemple ce qui se passe en Espagne, pour pouvoir comprendre dans les... Donc la musique n'est pas un simple loisir aujourd'hui, elle est devenue véritablement un mode d'imaginaire et des conduites de comportement. Malheureusement, nous, on considère, bon, juste pour faire... Et là, il se passe des choses chez les rappeurs. Aujourd'hui, quand on a une multiplication d'ailleurs des groupes de rap, on est à peu près à 4 en Algérie actuellement. Des gens qui font des... Et ils font des... Ils réalisent des concerts en courant ce qui est en train de se faire. Il y a véritablement développé à partir, par exemple, du phénomène vert. Bon, parce que ça c'est devenu maintenant, comme je l'ai dit, là je fais un ouvrage où je dis le rêve du phénomène social, phénomène musical qui est devenu un business, une véritable économie, économique sur les deux risques. Je vous assure que moi actuellement, et le fait que maintenant, par exemple, que en Colombie, dans des pays, en Australie, le rail, par exemple, est devenu un élément de musique, ce qu'ils appellent les musiques de... C'est-à-dire que nous peut-être plus que des ambassadeurs, des musiques, nous avons le Chabi qui était en mouvement grâce à... qui est devenu, moi j'ai trouvé, actuellement il y a à peu près 50 versions il y a en Corée, les langues, donc toutes les... Donc j'ai dit pour notre patrimoine est venu aujourd'hui, et en particulier la musique, est venu aussi un ambassadeur du pays. Beaucoup de gens qui ignoraient le pays, ne serait-ce que par dans une carte géographique de ce pays. Je vous dis, dernière anecdote, j'étais 3 ans à Paris, prof de français, et je fais un atelier, et bien l'atelier c'est dans le cadre de la politique, de ce qu'ils appellent la culturalité francophone. Cet atelier, ce japonais, ancien université japonaise, à partir des chansons, il connaît le truc zéro, il y a un machin, et donc quand il m'a vu, ah, mais c'est un mec. Et moi je lui trouvais bizarre, l'Algérie qui méprise. Et pour lui, il a fait tout un. Dans le cadre des politiques, ils appellent les politiques. Et le rail était le meilleur modèle pour cela. Et au courant de tout ce qui se passait dans la production, etc. Dire que. Et le quitter l'Algérie, vous allez dans le truc, vous êtes du monde, c'est-à-dire ce qu'on fait. On revient chez nous, dans son pays, c'est certain, mais il y a une sorte de joie, parfois, que nous avons par rapport à nos propres. Et je crois qu'il faut jamais de mettre en perspective ce patrimoine, qui est d'une richesse incommensurable, mon ami, en tout cas pour la poésie, extrêmement profonde dans le terroir. Malheureusement, on ne peut pas. Moi, je dis les initiatives.
véritable politique, et moi je sais que des choses, des années, depuis 10 ans, je passe mon temps les différents 10 ans, il y a un travail de patriotisation qui est fondamental. Peut-être avant le pétrole, ça peut être notre pour faire notre pays. Alors, dernière chose, comme exemple, parce que tellement des visions, je dis que les États-Unis, le rapport de dernière sur les politiques culturelles dans le monde, le premier pays, les États-Unis, est le exportateur des industries culturelles. Il n'est pas exportateur d'industrie ou de technologie, il est exportateur d'industrie culturelle. Et les prévisions disent que dans les 20 ans à venir, le premier va être dans le cadre de la constitution des grands marchés en particulier enfin, des nouvelles technologies, c'est tout culturel. C'est ça ce qui va être les grands fonds à venir. Donc je crois que nous avons à la fois un patrimoine qu'il faut absolument mettre en perspective. Il faut sortir du local. Le local tue, il reste toujours en et l'état politique d'initiative. Je vais donner, je profite toujours de l'occasion pour le donner, et il faut des politiques fermes et par exemple, je vais donner nos collègues le Maroc, eux, 10 ans, ils ont fait une politique, bon évidemment, ils ont enregistré tout le patrimoine arabo-andalouse, ils ont tout fait 78. Donc ils ont pris tous les maîtres, ils ont tous fumé d'ailleurs entre-temps, car sont morts. Ils ont fait 78 CD, c'est-à-dire tout le patrimoine arabe, toutes les écoles enregistrées. Et à partir de 78, ils ont sorti dans double CD, la musique arabo-andalouse. C'est ce que j'appelle le travail de patrimoine. Nous, aujourd'hui, on est dans le mois du patrimoine et tout. Je vous assure que notre patrimoine disparaît, je dirais, au quotidien. C'est même pas un gars tous les jours. Il est en train de disparaître, et en particulier le patrimoine immatériel. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune trace. Où sont tous les... Ça, c'est un peu le travail de mon collègue. C'est toutes les entreprises, tous les poètes, tout n'existe pas aujourd'hui. Et c'est en train de... Les porteurs de mémoire sont en train de partir. Et je crois, et puis pour les musées, je parle pour tous les styles traditionnels. Dernier exemple, parce que j'aime bien donner des exemples, c'est la meilleure manière d'illustrer. J'étais à un colloque à Rome, ce que je trouve, il y avait un prof spécialiste de ce qu'on appelle la musique, qui vient et montre 10 CD de la musique tardi, et cela a fait donc, les Italiens sont venus, ils ont revu. Et alors, tenez-vous bien, le gars, ce qui est que moi, il m'a dit, tu sais que ça, c'est l'une des meilleures ventes, ce qu'ils appellent les produits world, en Italie. C'est l'une des meilleures ventes. C'est-à-dire que le patrimoine qui nous est propre, parce que nous, on le méprise, on ne lui donne pas d'importance, il est pris par notre... On lit la mondialisation, les gens disent, elle est à nos portes. On est dans la mondialisation. Mais si vous voulez, demain, on va... Il s'est passé pour le rail. Demain, on va nous vendre nos propres produits. Nous allons consommer, nous, on va payer nos propres produits parce que les gens ont su l'importance. Et attendez que les Américains arrivent. Il y a des Américains qui sont extrêmement bons. Vous avez rencontré, ils sont extrêmement bons parce qu'ils de notre patrimoine. Eux, ils sont très... Eux, si demain, ils vont tout, comme ils ont fait, ils vont se mettre à amasser tout ça, à mettre en valeur. Et nous, on va être tout bêtement, comme dans les freins, à acheter ce type de produit. Donc je crois qu'il faut une véritable politique, mais qui ne soit pas une politique tout le monde a gagné un titre, gagné un petit CD, gagné un politique. Donc c'est pour ça que je dis le rôle, il est fondamental. Il est là. Maintenant, les chercheurs, les gens qui aiment ça, bon, ils sont là évidemment. Il faut une véritable politique. Parce que je ne crois pas qu'on puisse... Le pétrole, dans 20 ans, sera terminé. Et je pense que si nous avons quelque chose qui est riche et qui est
tu peux rester comme ça pendant. C'est bien ce patrimoine. Voilà. Des tout, mais c'est pour montrer que nous sommes dans une urgence et que moi, ce travail que nous faisons dans le cadre de notre équipe, je travaille avec la poésie bédouine ou bien sur les chants de la Casbah, les publiés, tout cela a participé, ce que Bouzienne, tout le travail qu'il a fait, je parle de son travail de chercher sur le théâtre, etc. Cela sont des contributions, mais qui méritent de ne pas rester. Par exemple, un dernier point, et ça, il n'y a que l'État. Il faut aussi penser à tous les ouvrages qui sont parus aujourd'hui. Il faut penser à, par exemple, le domaine anglo-saxon. Donc il faudrait, si on ne possède pas la langue, il faut une politique, de véritable politique, pour traduire des ouvrages de ce type-là qui font un peu. Il faut les traduire pour faire un peu notre patrimoine un peu partout. Et je vous remercie. Si vous avez des ce type de propos n'est pas toujours, mais on peut toujours en discuter. Je sais quand même. Pour l'anecdote, effectivement, quelqu'un me racontait, c'est une personne qui s'est trouvée à Tokyo, et c'est une personne d'Europe. Il y avait une association de défense du rail, etc. Ils l'ont invité, ils lui ont demandé de lui chanter une chanson de rail. Il m'a dit, comment vous venez d'Oran, vous savez pas. Pourquoi tous les Japonais sont judokas? Pour moi. Maintenant, moi je suis content d'abord de voir mon frère Haj, de travail, cette richesse-là dans le discours. Mais d'un côté, tu nous dis que c'est développé pratiquement dans la rébellion. Tu en es un témoin peut-être privilégié parce que tu as suivi dès les premières heures. Tu as eu cette perception, etc. et tu as fait beaucoup de travail là-dessus. Il s'est développé en dehors du allez, je vais la nation. De notre côté, tu nous dis, mais pour son développement, pour son accès réellement à la migration, à tous les se développe maintenant, à la modernité, il faut une véritable politique. Je vois là une petite contradiction sans qu'on donne un peu plus de précision. Le rail s'est développé précisément, il n'y avait pas de politique, et parce qu'il s'est trouvé dans une marginalisation. De l'autre côté, est-ce qu'une politique de récupération, en réalité, de la part de l'État, ne pourrait pas nuire justement à cette dynamique vers la politique? Ou bien, alors à ce moment-là, tu vois l'intervention de l'État? Non, quand je parle de rail, tout ça c'est fichu, tout ça, l'État, une personne ne peut le déterminer. Il est au niveau international, c'est clair. Parce qu'ils veulent qu'il le reformate. Parce qu'il y a d'autres problèmes aussi. Hein. C'est pas l'enchantement aussi. Hein. Il y a aussi une partie d'éléments où on va, par exemple, maintenant dans les trucs, des compiles, c'est le mieux au niveau mondial actuellement. Vous avez des compiles, vous avez des compiles, et vous trouvez d'Aman Harachi, vous trouvez d'Avida, vous trouvez. Bon, le rail est devenu une sorte de label de vente. Bon, et vous trouvez des choses imaginables dans le. Bon. Mais ça, c'est normal. C'est le commerce, ça, c'est le business. Moi, le rail n'a plus besoin. N'a plus besoin. De toute façon, on ne peut plus rien. Même si, d'ailleurs, les tentatives de pouvoir faire ça fait un peu. C'est trop tard, c'est terminé. Nous, on l'a dit il y a 20 ans, moi, on me disait, là, moi je me souviens en 80, moi je faisais un peu le Khalid Glumada, l'avocat. Moi je faisais l'avocat des causes perdues, parce que moi ils étaient. Et je leur disais, écoutez, ça, vous pouvez. C'est pas que l'État promotion. Je leur disais, grâce au rail, l'État peut faire sa propre promotion. Le rail n'est que
Le rail d'ailleurs à l'époque, comme Khalid, parce qu'on a faire la promotion. De quelle promotion? À l'époque, Khalid a eu 100 000 cassettes. Les promos. Achète le marché maghrébin à l'époque. C'est ridicule. Ça peut être un moyen pour pouvoir avoir une véritable politique culturelle à l'extérieur. Et le rail pour une sorte de locomotive d'autres genres. C'est pas que. Parce que vous avez Azmini, moi je défends le rail comme si c'était un chanteur, comme je dis à l'époque coranienne, bon, non, je pense que pour le rail, mais je parle pour les autres domaines culturels. Pour tous les domaines culturels, il faut absolument, et vous avez il faut absolument, vous savez qu'en France, je vous donne simplement un exemple. En France, dans le budget des culturels, en France, en ce qui concerne ce qu'ils appellent la musique, eh bien, les musiques, la musique qui coûte, là où il y a le plus d'investissement, c'est dans la musique classique. Parce que l'opéra, parce que le fauteuil coûte très cher. Une place de l'opéra, parce que ça coûte très cher d'investissement. Mais c'est l'État qui soutient. Si l'opéra, il meurt. L'opéra, si on faisait le marché, l'opéra, aucun pays du monde d'ailleurs. Aux États-Unis, c'est des fondations qui soutiennent l'opéra, en Allemagne. Donc, mais c'est comme c'est un patrimoine. Donc l'État soutient ce genre de. C'est comme nous, la musique andalouse. Il n'est pas à faire de la musique andalouse. Un chanteur, pas peur, dauphin, vous l'amenez n'importe où, il vous remplit. Vous faites le zénith, vous le remplissez. Musique andalouse, vous ne pouvez pas. Vous êtes obligé d'investir là-dessus. Mais ça, c'est n'importe quel genre musical. Le bédouin, aujourd'hui, il faut venir. Le bédouin, sinon, il va disparaître. Le bédouin, ça va devenir. Parce que d'ailleurs, les qui bon, ils s'arrêtent à la rail, parce qu'ils ne comprennent pas le rail, c'est la faute. Mais au lieu d'avoir une véritable politique de ce genre, des genres musicaux, il faut une politique d'État. C'est l'État qui soutient. Comme c'est un pays capitaliste, d'ailleurs, c'est pour ça que c'est un modèle. Le cinéma, là, le Festival des Cannes, les Français sont les plus grands. Les Américains, ça les embête. Mais ils soutiennent les politiques. Sinon, ça meurt. Si vous laissez le marché, on va les bouffer. Le cinéma, le cinéma, parce qu'il n'y a pas eu de politique culturelle qui puisse. Simplement, il ne faut pas qu'on tombe sur les travailleurs auparavant. Ça, il ne faut pas que ça devienne des fonctionnaires. C'est pour ça que je dis l'initiative privée doit être à la base. Il faut des politiques d'État. Bon, l'éditeur est là, je vais parler par exemple de l'édition. C'est un problème en Algérie. L'édition en France, dans les pays français, est une édition que souvent vous avez des structures d'État qui soutiennent l'édition. Il y a des soutiens. Le théâtre privé, le théâtre boulot. Vous savez qu'en France, il est soutenu. Pourtant, c'est des qui appartiennent à des individus. Il y a un soutien de l'État. Par exemple, dans le cadre de l'AFA, ils ont une association qui s'appelle l'AFA pour la diffusion de la politique culturelle en France. Ils financent, ils soutiennent tout ce qui est production française qui est étranger. Ils soutiennent. Donc, ce qui fait que vous avez, il y en a en Algérie ou là un peu partout dans le monde, ils sont soutenus par un organisme d'État. C'est il faut, à mon sens, faire les deux, c'est-à-dire l'initiative privée pour que ça puisse fonctionner selon des normes, je dirais, normales, qui sont celles du marché, mais il faudrait aussi des politiques de soutien culturel qui puissent donner la possibilité à des productions de pouvoir trouver. Et le troisième aspect que nous n'avons jamais véritablement mis en œuvre, et j'ai été dans une, je ne citerai pas, j'ai demandé l'attaché culturel, je lui ai demandé, il y a une liste les ouvrages publiés en Algérie. Il ne savait même pas. Pour pire, un an, ah bon, il n'y avait pas. Ils ne sont pas. Donc nous n'avons pas de véritable politique de mise en avant. Le département d'État, ils avaient une revue qui s'appelait US Today. US Today. Ils ont une revue qui est publiée en 30 ou 40 langues. Département d'État, il n'y a plus anti-État que les Américains. Ils ne veulent pas qu'il y ait. Eh bien, ils ont une revue du département d'État qui donne les trucs, les publications, tout ce qui est la vie culturelle aux États-Unis, diffusée dans le monde entier. Et dans toutes les. N'importe quelle ambassade ou les trucs américains, vous avez d'ailleurs, comme vous rentrez, leurs publications, etc. Donc il y a quand même la voix de l'Amérique, on le sait très bien, le rôle qu'elle a joué du point de vue politique. C'est un financement d'État pour
faire porter la voix de... Alors, nous n'avons pas de véritable stratégie de politique par rapport à, je dis, je le répète encore une fois, par rapport à un potentiel et un intérêt qui existe au niveau international sur l'Algérie. Parce que dans ça, il se peut que gagner une soune après même, bon, donc, tant qu'il y a un intérêt, nous avons besoin d'avoir et nous avons besoin d'encourager aussi tout ce qui est ce que j'appelle ce patrimoine immatériel. Nous avons besoin de financer des cinéastes, des chercheurs, des écrivains, des gens pour pouvoir mettre en ce patrimoine, lui donner, mais lui donner une visibilité qui ne soit pas le truc local. J'ai un film sur les chanteurs et musiciens. Oranier, ben écoute, moi je ne connais pas la version qui a été faite pour diffuser à l'étranger, il n'y en a pas. Parce que ça, c'est des initiatives qui peuvent être prises au niveau institutionnel. C'est pour ça que pour moi, il n'y a pas de contradiction. Il faut l'initiative privée, parce que c'est le seul moyen pour la création culturelle libérer des contraintes bureaucratiques, mais il faut le soutien des politiques d'État. Je crois la politique d'un État. Moi, je ne suis pas du style à dire un État, il faut qu'il assume sa responsabilité sur un certain nombre de... Mais il ne faut pas que ce soit un État, je dirais, un État rentier, enfin, qui fonctionne au niveau de la rente. Il faut un État qui protège et qui impulse. C'est ça. Aujourd'hui, dans le cadre de ce qui se passe au DNT, ça aussi c'est un truc, les gens ne se rendent pas ce qui est en train de se passer. Devant notre nez, c'est en train de se faire. Il n'y a pas de véritable politique. Vous voyez, parce que quand je vois les nouvelles technologies, ça, il faut voir où vous allez. Vous êtes en train de mettre. Est-ce que vous avez mis les garde-fous? Est-ce que vous êtes capable de devenir des simples? C'est comme avec les autres, ou les agents, les trucs pour qui sont en train d'installer maintenant ils veulent même installer. Nous allons faire, il y aura une délocalisation. C'est-à-dire, au mieux, on va nous mettre sur pied, on va délocaliser, parce que nous, on coûte moins cher que l'Europe, on va délocaliser un certain nombre d'industries culturelles, on va les délocaliser chez nous. On va vendre leurs produits selon leur manière de voir, on va nous les vendre à nous. Et moi, je le vois, par exemple, pour le rail, c'est aujourd'hui devenu quelque chose de très clair. Il ne faut pas accuser les chanteurs comme certains le font dans le marché, de mettre qu'à la trône le même. Mais il n'y a pas en face de politique qui est permis de mettre en avant toute cette production, de pouvoir lui donner une impulsion, de lui donner une visibilité. Voilà, c'est pour... Bon, moi je suis tellement dans le truc que je me demande qu'est-ce que bon, on peut continuer à discuter sur ça. Enfin, je ne sais pas si vous avez d'autres questionnements. Non, je voulais justement rebondir sur ce que vous venez de dire. Pour donner cette impulsion, à mon sens, c'est aussi le rôle initial du chercheur et de l'universitaire d'attirer l'attention, de vulgariser ces choses, de dire la chose justement pour attirer. Il doit y avoir préalablement un travail de base, de réflexion et de recherche à la base. Pour que ça puisse justement arriver à ce que la France appelle l'identité nationale, cachée propre à nous, si vous voulez. Là, c'est sûr, pour les chercheurs, encore une fois, l'université, bon, mais là, mais pas lui, on a déjà dit la situation de l'université, il en a fait un constat. Je ne sais pas depuis quelle année tu as fait ton bouquin, je dois le revoir encore à la baisse, parce que pas l'air de. Donc, bon, il faut être ceux qui sont dedans. Moi, personnellement, je ne crois pas trop que l'université telle qu'elle va encore aujourd'hui, elle puisse être vraiment le lieu de. Mais je suis, hein, je fais la recherche là-dedans et tout. Je ne vais pas dire, je ne vais pas casser du sucre sur l'université. Je vais dire que on ne voit pas encore les choses venir parce qu'il y a un problème à l'université, les chercheurs. Et d'ailleurs, paradoxalement, ce ne sont pas les chercheurs qui sont à l'université qui ont le plus fait pour le patrimoine. C'est ça. Moi, je le constate. Moi, j'étais à Ouadgla la semaine dernière. J'ai vu les trucs au fin fond du pays, des poètes populaires, des petites associations qui font un travail extraordinaire. Bon, mais ils le font dans leur coin. Bon, les chercheurs, il faut être aussi. Dès que vous voulez toucher la culture, oui, Madame
المتنبي يقول لك على سيدي الله خدم مخلوف ولا خدم على مصطفى ابراهيم تبان لك اللي طيح به كذيك كيعيش ولا كيما واحد كذا يقول لنا بحور تاع ويحوس كيفاش تا كولتور toi tu vas me chercher véritablement un patrimoine qui est plus que séculaire que nous avons. Mais pourquoi vous ne vous interrogez pas sur le fait de savoir pourquoi des chercheurs algériens nés en Algérie, donc pratiquement, car l'origine des chercheurs aujourd'hui algériens, c'est des origines rurales. 99% c'est des ruraux. Je parle de la génération 4. Tous sont nés quelque part dans un terroir perdu. Pourquoi ils ne travaillent pas sur Ibrahim, ils ne travaillent pas sur Khaldi, ils travaillent sur Nabir. C'est le problème de l'université, c'est le problème de la question, c'est le problème de la société algérienne qui est comme ça. Ce n'est pas le cas uniquement de Yuraï, c'est le cas de n'importe quelle poésie, c'est le cas de la sociologie, c'est le cas de l'économie, c'est le cas de tout. Donc c'est un grand problème qui se pose et il a raison de dire c'est le problème des chercheurs. Quand le veille, ce ne sera pas le ministère de la Culture, le ministère de l'Énergie ou le ministère qui va travailler pour la place des hommes. Chacun est dans un coin, il cherche là où c'est rentable. Bon, on cherche là où il y a de l'argent, là où il y a possibilité d'aller quelque part. Et c'est ça. Et l'histoire de Benjoub ne ramène rien du tout. L'histoire de Moustapha Ibrahim ne ramène rien du tout. Et même si ça ramène à l'extérieur. Donc moi je suis d'accord avec les gens qui travaillent sur le rail à l'extérieur, parce qu'à l'Aqal, ils ont des qassidettes qui leur peuvent remplir la poche. Maintenant, en matière de recherche, et vous bousculez les gens. Regardez, vous travaillez sur le rail, on est 4 personnes à 5 personnes et encore, qui viennent. Et la question c'est ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bonne question ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Et si je peux répondre, on a tellement parlé de ces choses-là que nous, on finit par être un peu usés aussi. Bon, on parle au public, aux autorités, et au plus haut point de l'État, ils sont au courant, ils ont le livre. Ils sont au courant, ils savent ce que nous faisons. Nous recevons même des félicitations, des lettres de félicitations. Mais ça s'arrête là. Le problème, c'est que la configuration culturelle Terna est faite de telle sorte que nous avons des cultures communautaires ou des identités qui sont dévalorisées. C'est ce qui se passe pour les Bédouins. Personne d'entre nous, même si nous sommes d'origine bédouine, personne ne va revendiquer son origine bédouine. Parce que la bédouinité est marquée c'est négatif. Il y a des identités qui sont plus valorisées que d'autres. Et par conséquent, par exemple, nous prenons l'identité citadine, andalouse, citadine, etc., est valorisée. L'andalou est donc valorisé par rapport aux Bédouins. Et il y a d'autres identités de culture qui ont derrière elles des régions qui les soutiennent. C'est le cas de la Mézérité. Vous avez un peuple kabyle qui est debout derrière sa culture. Des éditeurs qui publient la culture kabyle, qui luttent derrière. Mais derrière le bédouin, il y a des gens qui se défilent. Il ne veut pas que tu lui dises que tu es d'origine bédouine. Ah, il est dans le costume, dans le cravata. C'est ta culture. Il ne veut pas en entendre parler. Donc il y a des choses comme ça. Nous, on est dedans. Donc, ce que nous faisons, nous avons dépassé ces choses-là. Par notre statut d'intellectuel, de chercheur, etc. On les a dépassés à des trucs d'autres. Nous assumons tout ça. Que ce soit l'andalou, la mazirité, la bédouinité, nous assumons tout ça. Et donc, la seule manière que nous avons trouvé de valoriser ces choses-là, c'est de travailler dessus, de publier, c'est ce que nous faisons. Et donc d'informer les gens. Mais on ne peut pas faire plus que ça. Je veux dire, nous n'avons pas les moyens de faire plus. Mais sinon, le travail que nous faisons sert à valoriser ces choses-là qui sont dévalorisées, ou là qui sont folklorisées. Parce que vous pouvez avoir la télé, le bédouin et tout, mais ça n'a rien à voir avec ce que nous avons dans ce que nous trouvons dans notre recherche. C'est autre chose. La différence, le Melhoun en Algérie, le Melhoun au Maroc. En Algérie, le Melhoun, c'est folklorisé. C'est quelque chose de... Et il te ramène les plus mauvais poètes de la région, il te ramène vraiment les plus mauvais musiciens, chanteurs, il laisse de côté les grandes œuvres. Alors que par exemple, vous avez le traitement de la poésie Melhoun au Maroc est confié à l'Académie royale. C'est l'Académie royale qui édite une encyclopédie qui s'appelle Ma'lamat al-Melhoun,
qui est une encyclopédie en 20 volumes, qui est publiée par l'Académie royale au Maroc. C'est valorisé. Je trouve le traitement différentiel entre deux pays. Pourquoi? Parce que ils assument cette partie de leur culture, parce qu'ils pensent que ça n'entache en rien leur identité. Je veux dire, là on a encore ce problème des cultures d'expression dialectale, etc. On a encore les problèmes. Évidemment, pourquoi? Parce que chez nous, derrière la langue arabe, vous avez un parti, derrière la religion, vous avez un parti, derrière la majorité, vous avez... Tout est politisé, et donc tout j'ai fait l'arabia et non. Il y a des gens qui viennent, ils défendent un fonds de commerce en plus, ils ne défendent pas du tout le... Parce que le Melhoun c'est de l'arabe, je veux dire, on est dans la langue arabe, mais seulement c'est une langue arabe maghrébine. Tu vois, c'est un acquis de la maghrébinité, de l'histoire du Maghreb. Mais bon, donc on est dans un terrain piégé qui marque là, donc c'est très 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 difficile d'avancer, de faire des choses. Oui, c'est vrai. Là, je voulais dire à Haj qu'il y a un peu de naïveté dans ton propos, parce que si on appelle à l'État pour qu'il soutienne la culture, tu es un de ceux qui a travaillé le plus sur le rail en Algérie, et tu sais très bien que le rail s'est développé comme contre-culture de l'État. Donc l'État ne soutiendra jamais des cultures qui le contestent. Il faut rien attendre de l'État. C'est une lubie. Tu as répété 10 fois, ou 20 fois, ou 100 fois la demande que l'État soutienne par une politique culturelle la préservation des patrimoines. Il est contre la préservation du patrimoine, il est contre la pratique du chercheur qui est la tienne, il est contre la pratique des intellectuels que nous nous efforçons d'être, parce que nous ne le sommes pas encore. Donc il ne faut rien attendre de cet État, et le rail, tu es bien placé, son expression à travers les supports médiatiques, la radio, la télévision, tu sais très bien qu'il y a quelques années à peine, les chanteurs de rail, ils étaient interdits d'antenne, ils passaient jamais. C'était vulgaire, c'était comme si. Donc ne rentre pas dans un paradoxe naïf en demandant qu'il y ait plus d'État pour le soutien de la culture, sachant pertinemment que cet État-là n'a aucune volonté ni aucun désir de soutenir les patrimoines culturels puisqu'il ne se reconnaît pas comme issu de cette société. C'est un État rentier, comme tu l'as dit, on peut le qualifier de mille et une façons. Par contre, ce que tu fais ou ce que font les chanteurs ou les artistes ou les comédiens ou ceux qui essaient maintenant de compiler l'histoire, ne serait-ce qu'événementielle récemment, ou celle du théâtre pour citer Bouzienne, Nacho, ou ce que tu fais, il me semble que c'est cette action-là qui va aboutir. Elle va violer un petit peu la censure ou le non-soutien de l'État avec cette société. Tu sais très bien que cet État ne fonctionne pas du tout au diapason de Al-Mujtama. Il exclut, il le marginalise. Les programmes nationaux de recherche n'intègrent pas du tout la vision pratique de recherche au gré du fin fond des terroirs qui m'ajoute ça. Ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est de faire de grands colloques à la sauce je ne sais quoi, à Alger, à l'Horacios. Donc ce type de discours, il ne faut pas le revendiquer. Tu ne peux pas, toi, qui a été un de ceux qui essaie de sauvegarder cette culture du patrimoine, tu en appelles à l'État pour dire c'est pas vrai, elle ne le fera jamais. Enfin, l'État ne le fera jamais, il ne le fera jamais. Mais j'insiste, parce que non, je ne suis pas naïf, tu sais très bien, je suis pas naïf. Mais non, j'insiste, non, parce que je reviens à cette histoire de mondialisation. Sincèrement, moi, c'est pas comme certains qui en font des petits thèmes, c'est comme les histoires de développement durable, la bonne gouvernance, tous ces trucs à la sauce à la mode. C'est que ça devient, je dis quand j'ai l'État, moi je suis un citoyen, mais qui ne m'écoute pas, c'est son problème. Mais je veux dire qu'il y a c'est plus un problème de... Alors, quand tu parles de ça, je vais te donner simplement quelques exemples, peut-être que je ne suis pas au courant. Il y a actuellement la culture, ce qui est bien chez nous, et moi c'est pour ça que je suis fier de travailler sur ce domaine, elle est riche et elle existe toujours et elle fonctionne qu'avec l'État ou sans l'État ou sans les trucs. Tu sais, actuellement il y a des trucs qui tournent en underground, par exemple la fameuse truc, vous êtes au courant de Atallah, le fameux Qsaïda d'Atallah qui est en train de passer partout dans le monde. Là où je vais, je l'entends, etc. Il y a le Aïzdin qu'on a mis en tôle parce qu'il avait chanté une chanson. Pour dire que on ne peut pas empêcher les gens de dire ça, ils le disent avec ou sans le soutien de l'État. Mais ça, c'est pas ce problème que je pose actuellement. Je pose un autre problème. Parce que qu'on le veuille ou pas, cet État, quelle que soit sa nature et son
Il est maintenant impliqué, l'OMC, machin, il rentre dans un système où le paradoxe, et je l'ai pris quand j'ai pris l'exemple des Tagli qui se font éditer, qui sortent, comme le Rail d'ailleurs, ou comme d'autres genres, vous voyez, vous ne pouvez pas savoir que la plaque tournante actuellement de la musique algérienne et maghrébine, c'est Marseille. C'est là où se fait maintenant, où vous avez, c'est fini avec les Goulek Bellimam, ils circulent, ils sont dans le monde entier. C'est ça, vous ne pouvez pas. Le paradoxe, moi je suis en train de dire à l'État qu'à la limite, il n'a même pas d'ailleurs, il n'a pas fait l'effort, lui, de promouvoir, il n'a rien fait. Ils sont promus tout seuls. Mais je dis dans le cadre de cette mondialisation où on est dedans, je dis, il peut faire un travail, et ça, même s'il ne veut pas m'écouter, on le dit. Moi je le dis, je le répéterai. Je lui dis aujourd'hui, vous allez, avec les histoires de télé qui veulent lancer les radios, machin, je dis, vous êtes condamné, ou vous prenez en charge quelque chose pour lequel vous n'avez rien fait. Ça s'est fait tout seul. Que ce soit la musique, le théâtre, vous n'avez rien fait. Si vous n'avez pas une politique je dis bien de soutien, pas une politique vous faites un gars, mais يقول لكم غادي ندعموا الابداع ولا ما ندعمش الابداع، الابداع راه كاين، بس دعم الوسائل اللي يقدروا باش يحافظوا على الابداع ويزيدوا يعطوا. Donc je dis, s'il ne fait pas ce travail, et on est en plein dedans aujourd'hui, on est en plein, je prends le cas, je vais prendre le camp de l'édition, j'étais offusqué au salon soi-disant salon du livre, quand même. Offusqué. Comment vous voulez qu'un éditeur algérien puisse contrebalancer des éditeurs qui sont des multinationales en Arabie Saoudite? Parce que le livre religieux se vend, c'est pas vrai. Ce sont des politiques. Mais vous dites, le livre religieux se vend plus que d'autres. Parce qu'il y a des politiques de financement derrière des prête-noms, des maisons d'édition qui sont des prête-noms. On vous sort un mujallad avec le truc et tout, on vous le vend à 300 dinars. Ou un à 300 dinars. En termes de quantité, comment voulez-vous? Ça ne veut pas dire que c'est un éditeur qui a jamais financé ce truc-là. Non, il y a un financement derrière tout ça. On les aide. Et après, vous demandez à un éditeur algérien, le marché. Ça, c'est encore de l'illusion qu'on veut nous donner. Les États-Unis soutiennent, ils ont une politique de soutien. L'Europe a une politique de soutien. Alors, on est Soudan, là, on veut être plus royaliste que le roi. Non, nous, c'est Mohamed Béouchri ou Kouahad Kibash. Tu ne peux pas, c'est une guerre. Et je dis le drame qu'on est en train de vivre maintenant. Et si on ne le fait pas, Dal-Khab, il ne peut pas, dans 5 ans, il peut fermer. Parce qu'il va y avoir des multinationales. S'il n'y a pas une politique de soutien de l'État, mais en laissant l'initiative, je répète bien, il ne s'agit pas de contrebalancer le théâtre, je prends toujours l'exemple. Le théâtre en France, il est subventionné. Il n'est pas étatisé. C'est ça la différence. C'est-à-dire, Magie est fonctionnel. Il est soutenu. Le Festival d'Avignon est soutenu. Le Festival de Cannes est soutenu. C'est une véritable... Et moi, je passe mon temps à dire, si l'État ne fait rien aujourd'hui pour soutenir les politiques culturelles, ça veut dire que demain, tu vas acheter le même produit tech, tu vas l'acheter, mais à une multinationale. N'aie pas peur que eux, moi, je le sais pour le Rail, moi j'ai eu à discuter avec Sahab Virgin, à Universal, etc. Quand ils voulaient acheter des têtes, ils voulaient, est-ce que tu connais toi un chanteur, qu'on peut lancer et tout. Mais il faut voir qu'est-ce qu'ils mettent. Ils voulaient que je veux le lancer, je vais mettre $1 million pour le lancer. Il te dit, quel Disco Maghreb ou la édition fraternelle, donc, et tu sens qu'il y a derrière des véritables politiques, des véritables soutiens. L'édition, je vous donne un dernier exemple, parce que c'est ça, les gens ne veulent pas comprendre ça encore. Et c'est devenu des éléments. Garcia Marquez, je prends toujours cet exemple. Garcia Marquez, il y a 2 ans, il a sorti un ouvrage. Il est sorti, l'ouvrage, le même jour, il est sorti à Mexico, à Madrid, à New York, à Tokyo, à Paris, à Londres, avec les traductions, le même jour. Ils ont tiré 10 millions d'exemplaires. Donc d'un seul coup, ils ont... Comment tu veux faire une véritable... C'est pour ça que je dis,
En dehors de ça, ouais, est-ce qu'on a R100 في البلاد ولا عندنا des grands des milliardaires, des consortiums qui sont capables de pouvoir mettre. On n'en a pas. Donc le seul qui peut plus ou moins, et encore, je veux dire, jouer un rôle de préservation plus qu'un rôle de promotion, parce que ça c'est des enjeux internationaux. Donc tu ne peux pas demain faire un salon du livre avec des éditeurs algériens, dans 5 ans il n'y aura plus d'éditeurs algériens. Il n'y en aura plus. Si l'État ne se met pas, il leur donne vous travaillez votre truc, mais je donne le bureau du livre à français, vous avez un bureau du livre à New York, vous avez un bureau du livre à Londres, c'est le ministère de la Culture. Et il ramène des éditeurs privés, il fait la promotion, parce que c'est sa culture, on ne fait pas une culture d'Inde, on fait de la culture algérienne, que défend l'État algérien. Donc normalement, il devrait, et toutes les cultures, moi je ne dis pas parce que vous savez, je suis manager non, je dis il faut toutes nos cultures, mais je dis actuellement, il n'y a qu'un État, et c'est mon État pour le moment, je suis dans cet État, je suis citoyen de cet État, donc je demande à cet État, même s'il n'écoute pas, qu'il a un rôle, un devoir de mettre en place des politiques de soutien à cette culture, des politiques de patrimonialisation, qu'on est en train de dire. Vous êtes allés chercher, on avait un programme, on avait un PNR, on a 150 millions, pendant 3 ans, on nous a donné 150 millions pour faire la recherche et tout, on était une équipe, etc. On a fait ce qu'on a pu avec ces 150 millions. On a sorti 5 exemplaires de notre revue Torat, on a fait des publications individuelles, etc. On a fait un site, mais je pense, juillet, j'aurai pas d'argent pour pouvoir payer encore mon site. Donc de même, ça veut dire que l'État a investi, c'est ça le paradoxe. Il a investi pour la recherche. Ils ont mis le fameux truc il y a 98. Ils ont mis de l'argent. Moi je leur ai dit, mais c'est comme si vous avez jeté de l'argent. Parce qu'au moment où on commence à devenir rentable en termes de, puisqu'on a travaillé, maintenant on va sortir, pour lui, il n'y a plus, ça y est, on va voir, on ne sait pas encore. Donc ça veut dire que nous, on va s'arrêter. Ça y est, en juillet, on s'arrête. C'est-à-dire qu'on on ne va pas arrêter la recherche, on va travailler, mais on ne va plus rien pouvoir publier. C'est quand même un paradoxe. Mais moi, maintenant, je suis obligé d'aller travailler. Je suis dans une équipe en France, je vais travailler avec les Hollandais, je vais travailler avec les Américains. Ça me fait mal d'aller faire le coopérant sur ma propre production, parce que c'est eux qui vont m'offrir. Là, il a gagné à le centre, l'équipe, le truc, on te donne un financement. C'est quand même celui qui m'a après tout arrêté à la Jazaïr, ou je suis pas. Mon État a financé au moment où je deviens rentable, où on peut véritablement rendre. Et pour des raisons, bon, tu connais les problèmes autant que moi. Ça quand même, ça pose. En tant que citoyen, en tout cas, je le dis, même s'il n'écoute pas, même si ça a l'air d'être un truc naïf, je dis qu'il a ce droit et devoir. C'est surtout, je veux aller à l'encontre d'un discours, surtout je dis ça, le discours du libéralisme tout craint. Oui, on a fait le marché, il faut arrêter ce discours démagogique. Oui, d'accord, le marché, je suis d'accord, mais il y a le devoir, il y a le rôle de l'État, et entre autres, sur ces domaines-là, qui sont des domaines sensibles, qui sont des domaines, pour moi, de souveraineté, et qui sont des questions qui touchent à notre culture, à notre identité, l'État a un rôle et un devoir. Maintenant, s'il ne le fait pas, de toute façon, d'autres le feront à sa place. Mais à ce moment-là, il va te formater, moi je le vois, les clés. Rotana, actuellement, il y a une multinationale saoudienne qui s'appelle Rotana, là, ils ont les chaînes, etc. Ils sont en train de faire un travail, mais vous ne pouvez pas vous rendre compte. En 3 ans, je suis en train d'essayer de travailler avec d'autres chercheurs sur ce qui se passe dans le monde arabe au niveau. C'est incroyable ce qui est en train de se passer en l'espace de 3 ans. Rotana, ils sont en train de sortir tout ce qui est possible au niveau musical. Ils ont leur chaîne, ils ont des clips, comme ils ont de l'argent, ils sont en train de reformater. Ça veut dire de la musique qui était de la musique de 3 jours, au lointain du Khalij, dans des trucs de pêcheurs moudrés, ils vous le formatent, ils vous le donnent, et ils vous l'envoient, ils vous l'adressent. Du coup, ça va devenir, moi j'ai trouvé, on fait des enquêtes, vous avez des jeunes en Tunisie, surtout la Tunisie par exemple, oui, il y a le style des pêcheurs moudrés في الخليج ونساو. D'ailleurs, la Tunisie, c'est terminé, il n'y a plus de musique populaire tunisienne. C'est fini. Il n'y a plus de musique. Ils les ont complètement
C'est quand même, on a enlevé l'identité d'un peuple en tuant toute sa musique populaire. Ce qui est, je vous défie d'entendre de la musique tunisienne. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de musique tunisienne. Et moi, des chercheurs tunisiens, ils sont malades là-dessus. Ils vous disent, mais vous avez des multinationales là, ou Radil Tourlou Jazair, et ainsi de suite. Et vous reformatez. Ils ont fait des versions, Rotana, ils ont fait des versions rail, à la sauce khaligienne et autres. C'est à mourir de rire. Mais que vous le voulez ou pas, c'est ça qui va. On va entendre et on va reformuler une série. Les poètes du Mouinta Khalid. Moi je dis c'est tant mieux pour eux. Mais est-ce que l'État, est-ce que notre société, est-ce que notre pays est en mesure de voir ce qui est en train de se passer? Moi, sincèrement, j'en parle avec beaucoup de c'est même pas de la crainte. Je me demande si c'est peut-être pas trop tard, ce que je suis en train de dire. Voilà, c'est pour rejoindre un peu ton point de vue, mais je veux dire, il faut, on parle, et on verra. Je voudrais nuancer juste un petit peu. Quand on parle de soutien, je suis désolé, l'État soutient beaucoup de secteurs. Exemple, il n'y a pas eu autant de soutien depuis l'indépendance de la voiture. Pratiquement tout le monde, la voiture est soutenue. Il n'y a pas un seul achat aujourd'hui qui n'est pas subventionné, financé par la CNEF, financé par la banque. Vous prenez l'agriculture, elle est soutenue. Vous prenez le logement, il est soutenu. Vous prenez pratiquement tous les besoins primaires sont soutenus. Donc le problème, ce n'est pas au niveau du soutien de l'État, il ne veut pas ou il ne veut pas. L'État ou la politique crée une différenciation dans les besoins à soutenir. C'est pas la même chose. Il a les moyens, il le fait par ailleurs. Pourquoi il ne le fait pas dans la culture? C'est un problème. C'est la question qu'il faut poser. Pourquoi pratiquement on peut tout avoir, mais seulement il y a certains secteurs qui sont à bout, il faut les bloquer, parce que ça renvoie à d'autres référents qui posent problème. C'est ça qu'il faut avoir le courage de dire. Maintenant, le soutien à l'argent, c'est existe. Il n'y a jamais eu autant d'argent pour soutenir n'importe quoi que maintenant. N'importe quoi. N'importe quoi, je dis bien n'importe quoi. C'est ça le problème. Donc, alors pourquoi ce n'importe quoi, on n'inclut pas la culture, le livre, etc. Le livre, pourquoi on n'a pas ils peuvent. C'est pas le problème de moyens.